Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce jeudi, vous entendrez dans ce journal le témoignage de Geneviève Mauri. Cette mère de famille a erré durant 4 mois dans les parcs de Los Angeles. Elle a accepté de se confier. La taxe sur la plus-value immobilière passe de 20 à 50% le 1er janvier. Une réponse du pays à la spéculation sera-t-elle dissuasive? Élément de réponse dans ce journal. Le pass sanitaire sera exigé lors du réveillon de la Saint-Sylvestre dans les bars et les restaurants qui organisent des soirées dansantes. Une mesure temporaire, le haut-commissaire l'a annoncé cet après-midi. Dominique Saurin est notre invité ce soir. Nous ferons le point sur la situation sanitaire du pays. Enfin, nous irons du côté des îles sous le vent pour assister à la dernière rotation de l'année du Taporo 7. Un crève-cœur pour Ronald Chongsong, bien connu aux îles sous le vent. Le responsable du fret prend sa retraite. On ouvre donc ce journal par un témoignage, celui de Geneviève Mauri. Souvenez-vous, elle avait disparu à Los Angeles au mois d'août dernier. Après 4 mois d'errance, elle a finalement pu rejoindre son fils au Havre, en France. Encore sous le choc, elle n'a pas souhaité témoigner à visage découvert, mais s'est tout de même confiée à Chiquita Teivada Rouzès et Patita Saver. Lorsque Geneviève quitte Haïti en août dernier avec un ami, elle espérait retrouver son fils au Havre. Selon elle, elle ne savait pas que l'homme qui l'accompagnait, cet ami qu'elle connaissait avec son mari depuis 4 ans, allait tenter d'abuser d'elle pour ensuite l'abandonner. Elle est aujourd'hui saine et sauve auprès de son fils. C'était l'objectif de mon voyage. Monsieur était censé de m'accompagner jusqu'en France, auprès de mon fils, parce qu'il venait d'obtenir son bac EMM. La barrière de la langue l'a empêchée de trouver le consulat de France. Alors, elle rejoint de nouveau l'aéroport, espérant retrouver son ami, en vain. Je suis mis à squatter aux alentours de l'aéroport en espérant le recroiser. Un groupe d'SDF venant de se faire chasser par des agents, j'ai décidé de suivre le mouvement. Et c'est ce qui m'a donc conduit dans un parc. Là où je me suis fait voler tous mes affaires. C'est à Jesse Owens Park qu'elle trouve refuge dans la journée, quand le soir, elle trouve un peu de chaleur dans les bus. J'avais terriblement froid et je me servais du bus pour me réchauffer. Et je me déplaçais en bus et je faisais d'un point à un autre. Je redescendais, je remontais dans une autre bus et je faisais la même chose. C'est à Owens Park aussi qu'au fil des jours, elle fait la connaissance de son sauveur, Tom Widow, l'un des sans-abri. Tom me posa une question. Qui es-tu et d'où viens-tu? Les recherches sur les réseaux sociaux lui ont indiqué que j'étais recherché et donc tout est parti de là. Il m'a déclaré au consulat français. Son époux, Jean-Paul, a remué ciel et terre pour la retrouver. Lui aussi a été victime d'accusations de toutes parts sur les réseaux sociaux. Il a préféré retourner à Reiroa, dans les Tuamotu. Merci, mon époux, d'avoir gardé espoir. Et je le remercie sincèrement. Ainsi que tout le groupe, toutes les personnes faisant partie de l'équipe de recherche de Madame Bézia. C'est grâce à eux que j'ai été retrouvée, parce qu'ils n'ont pas lâché. Les nerfs à fleur de peau et les larmes aux yeux, Geneviève a retrouvé son fils Georges, 3 jours avant Noël. Je suis descendu de la voiture et là, j'ai vu ma maman et c'était vraiment touchant. Hein? Et j'ai pleuré, je l'ai serré fort dans mes bras. Je me dis, enfin, je serre ma mère dans les bras. Et c'était encore une fois pour moi un super cadeau de Noël. Geneviève a déposé une plainte en France contre l'homme qu'elle croyait être son ami. Une plainte pour attouchement et non-assistance à personne en danger. Et puis cette issue malheureuse pour l'homme disparu pendant 48 heures à Ayatea. Le corps du sexagénaire a été retrouvé près de son domicile aujourd'hui. Il a été rapidement inhumé au cimetière municipal de Tapu Tapu Atea. L'homme aurait été la victime d'un accident à bord de son embarcation. Écoutez Marc Tiatia, adjoint de la police municipale de Tapu Tapu Atea.
C'est la population qui a retrouvé, pas loin de chez lui, à 10 mètres de chez lui. On a cherché hier pendant 5 heures dans l'eau, à Uméga, et la police municipale de Tapo, avec la population de Faro. Là, on ramène le corps au cimetière public de Tapo à terre. On l'enterre directement. Comment lutter contre la spéculation des biens immobiliers? Le pays a choisi d'augmenter la taxe sur la plus-value en cas de vente. Dès le 1er janvier, elle passera de 20 à 50%. Vous allez comprendre avec le reportage d'Ali Hoé, Tifa Afana et Jacques Damour. Une augmentation de la taxe sur la plus-value immobilière, c'est la réponse du pays pour lutter contre la spéculation. Admettons qu'une personne achète un bien à 20 millions de francs pour le revendre à 30 millions. Il fait donc une plus-value de 10 millions de francs. À partir du 1er janvier, la taxe sur cette plus-value sera de 5 millions au lieu de 2. Cette augmentation visant à freiner les spéculateurs serait pénalisante pour d'autres. Ils s'étaient projetés dans le cadre de la vente de leurs biens pour avoir un net après paiement de la plus-value à 20%. Et maintenant que la plus-value passe à 50%, ils n'ont plus les moyens de réinvestir dans ce qu'ils voulaient faire. Donc ça change forcément l'optique et la volonté du vendeur de vendre son bien. Autre point, les promesses de vente signées avant le 1er janvier seront elles aussi impactées par cette taxe. C'est la date de la vente définitive qui va compter. C'est-à-dire que toute vente actée, définitive, enregistrée à compter du 1er janvier sera impactée par ce texte-là. La personne a acheté il y a 4 ans, elle revend à compter du 1er janvier, elle sera taxée à 50% en termes d'impôt sur la plus-value. Néanmoins, cette taxe est dégressive. Le taux d'imposition s'élèvera à 50% les 5 premières années qui suivent l'achat du bien, puis à 20% jusqu'à la 10e année. Au-delà, le propriétaire sera exonéré s'il revend son bien. De leur côté, les agences immobilières auraient préféré une application plus tardive. Il aurait sans doute été préférable de la voter dès maintenant, mais de donner son application, par exemple, à partir du mois de juillet, pour permettre aux gens de vendre en connaissance de cause, puisque la vente est quasi faite dès la promesse de vente. Et on sait qu'il y a un temps assez long entre la promesse de vente et la vente pour obtenir des aides hypothécaires et pour que le notaire passe sa vente. Dans le secteur immobilier polynésien, la demande est supérieure à l'offre, les prix flambent. Aujourd'hui, 80% de la population a difficilement accès à la propriété. Voilà pour la fiscalité. On parle santé à présent. Nous vous proposons ce soir un retour en images sur la crise sanitaire dans les Outre-mer. Lueur d'espoir au milieu du chaos, l'évacuation sanitaire hors norme de 8 malades du Covid entre Tahiti et Paris, une vague épidémique mais aussi une vague de contestation contre l'obligation vaccinale. Regardez. Sept soignants, des médecins, des infirmiers, des brancardiers, tous sont volontaires. La mission Hippocampe 10 vient officiellement de débuter. Il faut déjà se préparer psychologiquement et moralement à la maison, puis prendre son courage à deux mains et revenir au travail. Voir une même famille le lundi et la revoir le mercredi parce qu'on enterre le papa, le tonton, déchirement que ça procure chez les familles. Ouais. Alors, pas lever, levez. On pousse. Allez, on avance, ça Passage sur étroit, et donc les secouristes dessous, ils ne pouvaient pas être tous sur le côté, donc on a appelé ça la tortue. Nous ne laisserons jamais tomber les hospitaliers que vous êtes. Une violente bagarre éclate devant les urgences du CHU de Martinique. À l'origine de cet affrontement, la tentative des policiers de libérer l'un des accès du CHUM. Le message est clair. Ces soignants disent non à la vaccination obligatoire pour pouvoir exercer leur métier. Nous dit réintégration à tous les suspendus. Nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Martinique, Guadeloupe, la vaccination progresse, mais les réticences restent toujours aussi fortes. La reprise de l'épidémie n'y change rien. Voilà pour cette rétrospective. Bonsoir, monsieur le haut-commissaire. Merci d'être avec nous. On vient de le voir, il y a encore beaucoup de réticences concernant le vaccin. Et aujourd'hui, un variant moins dangereux
mais plus contagieux est arrivé à Tahiti, le Omicron. Au moins 6 cas autochtones ont été détectés. Quelles sont vos projections? Est-ce que l'on doit véritablement s'attendre à une 3e vague en Polynésie française? Tout d'abord, je dois réagir à la rétrospective que vous avez faite. Bonsoir d'abord. Les réticences à la vaccination ne sont pas exactement les mêmes en Polynésie française et en Martinique ou en Guadeloupe. Ici, nous avons 71% de la population de plus de 12 ans qui est vaccinée. C'est assez selon vous? C'est pas assez. Mais c'est déjà un grand pas qui a été franchi. Parce que la vaccination est le moyen de se protéger. Partout dans le monde, la vaccination est le moyen de se protéger et il faut aller au-delà. Et notamment au moment où on arrive avec ce nouveau variant arrive sur notre territoire. Parce qu'on a un certain nombre de cas qui ont été identifiés. La semaine dernière, sur une centaine de cas, de nouveaux cas, les 3/4 étaient des variants Omicron. Donc nous sommes vraisemblablement au début d'une nouvelle vague de contamination. Donc il faut nous protéger par un certain nombre d'outils, ça passe par la vaccination. Alors l'état d'urgence va être prolongé en Martinique et déclaré sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous pensez qu'on prend la même direction ici? Non, nous ne sommes pas dans la même situation aujourd'hui, parce que même si nous étions il y a encore quelques jours, où nous avions très peu de cas, c'était le variant Delta, qui s'est continué à circuler, mais avec très peu de cas, et aucune personne, disons, en réanimation ou en hospitalisation active, avec une contamination active. Donc aujourd'hui, nous avons une augmentation du nombre de cas, et donc il nous faut prendre des mesures de protection. Et on passe donc Ces mesures de protection, ça a été d'abord se protéger à l'arrivée, ici sur le territoire, avec un dispositif qui a été mis en œuvre conjointement par l'État et le pays, avec un certain nombre de tests avant de partir de métropole, tests antigéniques ou tests RT-PCR de moins de 24 heures. Les personnes arrivent vaccinées parce qu'elles passent par les États-Unis. Et en arrivant sur le territoire, depuis lundi, à nouveau ont été mis en place des tests rapides pour connaître la situation des personnes qui arrivent à l'aéroport. Mais pourquoi vous avez attendu que le virus soit là pour finalement renforcer les mesures à l'arrivée? Les mesures ont été prises immédiatement à l'arrivée du virus. Ont été prises tout de suite. Il n'y a pas eu de temps de latence, puisque les premières confirmations de cas d'Omicron cela a été fait. Ça a été mis en place dès la semaine dernière. Ça a été renforcé en début de semaine. Et il y avait déjà des tests qui étaient imposés à l'arrivée. On ne part pas d'une situation où on rentrait sans aucun contrôle. Donc cela se traduit par des tests rapides à l'arrivée sur l'aéroport. Et si les personnes sont positives, on les place à l'isolement par arrêté pris par le Haut-Commissariat, avec surveillance de la police et de la gendarmerie. De la même façon, le pays l'a souhaité pour les personnes qui sont parties de Paris uniquement avec un test antigénique et un test RT-PCR qui est exigé. Et les personnes, dans l'attente du résultat, parce que là, le résultat est un peu plus long à obtenir, de 72 heures il y a 72 heures qui sont nécessaires. Donc, il y a réaction immédiate pour se protéger. Ça, c'est une première barrière qui a été mise en œuvre. Ensuite, il faut continuer à nous protéger. Et nous avons déjà des mesures, parce qu'au mois de décembre, fin novembre, début décembre, on a maintenu des mesures en vigueur. Même s'il n'y avait quasiment plus de cas, si l'épidémie se tarissait, des mesures ont été maintenues. Ça a été notamment le pass sanitaire, mis en œuvre à compter du 1er décembre, pour aller de Tahiti vers les îles, dans les discothèques, pour les concerts, pour rendre visite faire rendre des visites dans les hôpitaux, dans les établissements de soins. Mais ces mesures, il faut prévoir de les élargir. Et c'est ce qu'on fait pour le 31 décembre. On va y venir. Là, on passe justement au stade 2 de l'alerte épidémiologique. Est-ce que ça change quelque chose pour la population? Mais ça change. Qu'est-ce que veut dire le stade 2? Ça signifie qu'il y a un taux d'incidence qui est plus important. On avait un taux d'incidence qui était de l'ordre de 4. C'est-à-dire 4 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, un taux d'incidence qui est proche de 50 pour 100 000 habitants. Ça signifie que le risque, c'est que ce nouveau variant circule dans la population. Pour l'instant, il s'agit principalement de personnes qui sont contrôlées à l'arrivée. Là, maintenant, ce virus commence vraisemblablement à circuler, d'après les études qui ont été faites par les épidémiologues, à circuler dans la population. Donc il s'agit de prendre de nouvelles mesures très rapidement. Alors à ce propos, le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est demain soir, on va en parler. Je vous propose d'abord d'écouter le président des bars et dancing, Stéphane Gay. Il répondait à nos questions hier soir.
Vous avez des bars, des restaurants qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir également. Donc ils font venir un DJ, 2 DJ, 3 et 4 DJ et font leur chiffre d'affaires et viennent voler un peu la nuit aux professionnels de la nuit. C'est là qu'est le problème. Et là, il ne se passe rien là-dessus, quoi. Donc on est sur, vous le dites, une concurrence déloyale. Dominique Saurin, des restaurants et des bars qui se transforment quasiment en boîte de nuit. Du coup, vous l'avez annoncé cet après-midi, vous renforcez les mesures pour demain soir. Oui, il s'agit d'être cohérent. Ce qu'il faut éviter dans le cadre de l'apparition de ce variant, c'est les rassemblements, je dirais, où les personnes sont trop proches les unes des autres. Et il est vrai, bien sûr, tout le monde cherche à s'amuser le 31 décembre, mais il faut aussi se protéger, faire attention. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé, en accord avec le pays d'ailleurs, j'ai consulté le président Edouard Fritsch, de mettre en place ce dispositif de passe sanitaire pour cette soirée du 31 décembre dans les bars, les restaurants ou également les hôtels qui ne vont pas faire simplement de la restauration classique, c'est-à-dire où il y a un protocole qui s'applique, 8 personnes par table espacée, mais qui vont faire des soirées dansantes, des soirées festives. Et dans ce cas-là, il y aura donc passe sanitaire. C'est-à-dire, je le rappelle, le pass sanitaire, c'est soit être vacciné, soit être testé, bien sûr, négatif. Est-ce que ça ne va pas faire des déçus quand on voit l'effet du pass sanitaire sur la fréquentation des discothèques ? Non, mais il faut savoir ce qu'on souhaite aussi. Bien sûr, ça va faire des déçus parce que ce sont des contraintes qu'on rajoute. Mais là, il s'agit de se protéger, de protéger la population. Parce qu'on sait à quel moment, il y a d'ailleurs dans le passé eu quelques événements qui ont montré comment les contaminations pouvaient aller très très vite. Enfin. Et c'est pour cette raison qu'en Polynésie ou ailleurs d'ailleurs, en métropole ou dans tous les pays. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette mesure avec en plus l'interdiction de consommation d'alcool ou d'aliments sur la voie publique, parce que c'est là aussi, il peut y avoir des rassemblements non contrôlés et qui peuvent générer de la contamination. Et c'est ça, c'est se protéger. Alors on le fait pour le 31 décembre, et nous verrons la semaine prochaine, en fonction de l'évolution de l'épidémie avec le ministère de la Santé, nous verrons s'il est nécessaire d'aller plus loin pour utiliser justement ces outils que nous avons à notre disposition, le pass sanitaire, et on va en dire un mot certainement qui va évoluer vers un pass vaccinal. Oui, c'est ça. Parce qu'il nous faut éviter... C'est le cas en France. Il sera un pass vaccinal à partir du 15 janvier. Vous l'envisagez ici aussi ? Alors, c'est envisagé, puisque dans le projet de loi, il est prévu que la Polynésie soit concernée par ce dispositif de pass vaccinal, qui sera un outil supplémentaire à notre disposition. Parce que ce qu'on veut éviter avec le président Edouard Fritsch, ce qu'on souhaite éviter, c'est de revenir vers le confinement, vers le couvre-feu, vers la paralysie du territoire. Et quels sont les moyens qui sont à notre disposition ? Je disais, c'est se protéger à l'arrivée, au maximum. C'est ensuite, sur le territoire, éviter tout ce qui peut conduire à une contamination rapide, à une prolifération du virus. Et ça passe par le pass sanitaire et par le pass vaccinal. C'est des outils qu'on peut utiliser donc très très rapidement et on peut élargir les domaines où ce dispositif de pass sanitaire ou de pass vaccinal pourrait être utilisé. Alors pour conclure, monsieur le haut-commissaire, que vous a enseigné la deuxième vague après les 636 décès ? Quelles sont les erreurs selon vous qu'il ne faudra pas reproduire ? Je ne vais pas parler d'erreur parce que ni de satisfaction, parce que c'est pas l'objet, c'est de savoir exactement, c'est les acquis de l'expérience en la matière. Je pense qu'il faut réagir très vite. Vous me disiez pourquoi le 31 décembre, votre question est intéressante de ce point de vue. Vous me disiez mais pourquoi vous allez faire des déçus ? La question, c'est pas de faire des déçus. La question, c'est de se donner les moyens de stopper la prolifération du virus. Je parlais des difficultés économiques. Et là, on est bien dans cette situation. On tient compte de difficultés économiques. Il s'agit du pays ou de l'État. On met en place beaucoup de dispositifs pour aider les entreprises. Je ne vais pas revenir, ce n'est pas l'objet ce soir de notre échange. Mais il est indispensable de réagir très très vite. Et c'est ce sur quoi je veux insister, c'est être en capacité de s'adapter surtout, parce qu'à chaque fois, à chaque vague, on est dans des situations différentes. Lorsqu'on a eu 2 vagues principalement ici, octobre-novembre 2020 et ensuite fin juillet, août, septembre, début octobre 2021. Précédemment, ça avait été, je dirais, on n'avait pas eu il y a toujours confusion entre troisième ou voilà, quatrième vague. Il y a parfois saturation.
Donc il faut tirer les leçons de tout ça, et je pense que c'est la rapidité de décision, avec à chaque fois un certain nombre de paramètres dont il faut bien sûr tenir compte. Merci beaucoup Dominique Serin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Direction l'archipel des Tuamotu à présent. Le Noera Arearea touche à sa fin à Ho. Une activité par équipe a été organisée en sport traditionnel. 3 équipes se sont affrontées, Nake, Onikau et Onopaku, du nom des Motu de Ho. La noix de coco était au cœur du parcours qui alliait effort, dextérité, esprit d'équipe et cohésion. Des images signées Mathieu Allot. Aux îles sous le vent, l'escale des cargos est une véritable institution, un rituel toujours très attendu. En 2021, le Taporo s'est arrêté 93 fois à Ta'a. La dernière rotation de l'année était un peu particulière puisque c'était aussi la dernière de Ronald Chongsong, le responsable du fret, une émotion saisie par la caméra de notre correspondant Hitimanaki. C'est une image que les Iliens voient pour la dernière fois cette année. En effet, c'est un cargo chargé à bloc qui est arrivé ce matin à Taha. Des conserves en passant par les congelés, ils sont une cinquantaine à attendre tous ces produits sur le débarcadère de Tapuamu. On est au mois de décembre, il y a les fêtes qui sont passées là. Début décembre, déjà, ça a beaucoup augmenté le volume de fret. La Noël, le jour de l'an. Bon, comme on s'arrête aussi une semaine en arrêt, quoi, pour péter. Du coup, les magasins font le plein des vivres, quoi. J'ai vu beaucoup de monde et il y a beaucoup de marchandises ce matin. Tout le monde est heureux, mais ne perdons pas de vue que la Covid est toujours là, alors restons vigilants. Et pour les fêtes, il ne faut pas se regrouper autrement qu'en famille. Et on peut bien s'amuser aussi comme ça. Dernière rotation du navire, mais également de Ronald Chongsong, cette icône du Taporo aux îles sous le vent qui prend sa retraite après plus de 37 ans au service des îles. Nombreux sont les habitants à avoir fait le déplacement pour le couronner. C'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Même tous ils m'aiment, voilà. Même tout est même aussi. Ça, j'adore et je suis très ému de leur accueil. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Mais quand j'ai vu sur Facebook, oh là là, ça fait chaud au cœur. Des fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, une année qui se termine et un départ à la retraite bien mérité pour Ronald du Taporo 7. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le pass sanitaire sera exigé demain soir dans les bars et les restaurants qui organisent des soirées. Une décision de dernière minute prise par le haut-commissaire suite aux mauvais chiffres du Covid. Notez aussi que 500 gendarmes et policiers seront présents pendant la durée du week-end. Ils feront des contrôles renforcés. À la une de la presse écrite demain, la dépêche titre sur le pass sanitaire qui s'invite dans la danse et Tahiti Info fait sa une sur les innombrables Tipani. Au programme de votre soirée sur la première, la série Elementary, puis un divertissement avec le guitariste et chanteur brésilien Gilberto Gil à la Philharmonie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rédaction et le personnel technique de la première se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur nos antennes. À demain. Papa Noël, voici mon cadeau pour tous les enfants de toutes les nations. Moi, ce seront mes derniers vœux télévisés parce que je vais prendre ma retraite. Ça fait 40 ans que je vous suis, 40 ans que je vais dans les îles, que je vous regarde vivre, que je vous regarde travailler, que je vous aime. Et je serais bien malheureuse de quitter ce métier, mais il est temps pour moi. Alors à vous, je vous souhaite de continuer, toujours aussi beau, toujours aussi paisible, toujours aussi attachant. Vous avez des tas de défauts aussi, mais je vais pas retenir ça, je vais retenir tout ce côté beau des Polynésiens. Alors je vous souhaite de très belles choses à tous. Et sur la terre, en ce monde, j'entends les rires des enfants.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.